loi dans un cadre sécurisé contre le terrorisme et respect des libertés, ça veut dire les écoutes et tout ça qui est actuellement est controverse. Et après, l'état d'urgence aussi prolongé, et dans la Constitution, nous avons encore la déchéance de la nationalité pour les binationaux, par exemple, qui est très controversé encore, né français pour des crimes constituant des attentats graves à la vie de la nation. J'ai une simple question là. Procédure pénale, vous avez parlé de procédure pénale. Oui, mais là, quel est la réponse, c'est que le rapport avec les renseignements? La procédure pénale. Le gouvernement a présenté un projet de loi pénale renforçant la lutte contre les crimes organisés et son financement conféré aux magistrats les pouvoirs d'investigation et de renseignement, d'enquête similaires à celles des services de renseignement. Donc, le juge proposera de nouveaux moyens pour garantir les meilleures détections et prise en charge, justement, du terrorisme. Et donc, vous souhaitiez énoncer ce passage pour quelle raison? Que nous comprenons bien. Pour les renseignements, parce que vous avez parlé des renseignements et des moyens. Et des moyens utilisés par l'enseignement. Très bien. Nous allons y venir. C'est un peu avancé, mais c'est bien quand même. Le renseignement au sens propre, c'est la collecte d'informations, suivi de leur analyse et de la production d'un savoir spécifique au sujet d'une activité, d'un contexte ou d'un phénomène. J'adore ce genre de définition qui est toujours un peu fumeuse, mais qui, au bout du compte, veut tout simplement dire information, d'où qu'elle vienne. Évidemment que plus on en a, mieux c'est. Quand vous avez un seau, vous mettez plus de sable possible dedans, en clair. Le problème, c'est que dans le sable, il y a parfois un coquillage, il y a un caillou, il y a peut-être une méduse, il y a peut-être une pièce qui reste, une pièce de monnaie, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc vous êtes obligé de faire le tri là-dedans. Bon. Et après, si vous voulez rechercher un coquillage, vous retenez que le coquillage. Information spécifique sur le coquillage. Vous voulez sur le sable, sur 5 sable. Vous voyez? Vous faites ensuite une analyse de ce que vous recherchez de manière plus spécifique. C'est tout. C'est tout. C'est ça l'enseignement, d'accord? Il ne faut pas se prendre la tête avec, en tout cas, une vision trop épistolaire. Maintenant, bon, il y a, c'est vrai, des sources ouvertes et des sources fermées. Ça, il faut le connaître, ce sont des mots quand même clés. Vous avez donc un tableau en page 2 de ce document. Et donc, les sources ouvertes, c'est par exemple les médias, parce que tout le monde y a accès. Les rapports gouvernementaux ou industriels qui sont rendus publics. Les publications variées de type éditorial, des livres, les discours publics, évidemment, que je fais dès lors que c'est filmé, et sur YouTube. Voilà, c'est donc une source ouverte que les services d'enseignement pourront allègrement écouter. Les tribunaux, les procès, dès lors que c'est des tribunaux publics. C'est ouvert. Les recherches d'experts, en tout cas, les recherches qui seraient publiées, du style les chercheurs qui vont publier leurs thèses et qui ensuite permettront de le faire connaître si elles sont vraiment publiées. Les échanges sur Internet, etc., etc. Alors que les sources fermées, eh bien, ce sont donc, dit-on, les infiltrateurs, c'est-à-dire qu'ils s'infiltrent quelque part, mais personne ne sait que ce sont des infiltrés. Voilà, les délateurs aussi. Hein. Vous n'avez pas payé vos impôts, donc il y a votre voisin qui l'a dit au fisc, mais vous n'en savez rien. Et vous avez un contrôle fiscal inopiné. Hein, inopiné. J'entendais, parce que ça c'est le beau jeu, c'est un grand classique, hein, quand vous n'aimez pas quelqu'un, ou que l'État veut se débarrasser de quelqu'un, en tout cas le limiter dans ses... Hein, vous donnez un bon boulet au pied, là, à la cheville, eh bien il met un contrôle fiscal. Je crois que la plupart des contestateurs du pouvoir, même humoristiques, hein, jusqu'à en tout cas François Mitterrand au moins, Coluche par exemple, hein, c'est bien connu, il a été contrôlé plusieurs fois, surtout du temps où il se présentait lui-même à l'élection présidentielle. Voilà, c'est bonne guerre. Enfin, bonne guerre. Disons qu'on a quand même le marteau et l'enclume, mais surtout le pot de fer et le pot de terre. Hein, aussi fervent
charismatique qui ait pu être connu, je ne sais pas quand même, il n'y a pas les moyens d'un État. Alors, les menaces, les fugitifs, les transfuges, d'accord, tout type de délateur. Les rapports d'observation, parce que vous pouvez effectivement observer quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui observe tout ce qui se passe, qui me fait un rapport et qui me dit, voilà, est-ce que lui il est comme ça, elle est comme ça, elle dit ça, hein, même lorsque vous étiez sortis, c'est dit ça. Et puis voilà. Donc vous ne savez pas qu'il y a eu un rapport d'observation, mais il y a eu un rapport d'observation. Voilà, silence de mort. Interception téléphonique, internet, courrier, etc. Donc ça on connaît. Surveillance clandestine, hein, micro, caméra, keylogger, trompette. Donc les gens, on voit parfois dans certains films, c'est vrai, les caméras ou qui entendent très loin. Vous savez que j'ai renvoyé avec mes enfants, m'excuser cette petite digression, mais qui est tout à fait illustrative de nos propos. E.T. Il y a dans E.T. le film extraterrestre, un moment où il y a dans une camionnette un type qui écoute, qui essaie de savoir où est E.T. Il y a un temps une conversation que les deux, voilà, Elliot et son frère sont en train de faire à distance, lui dans une camionnette dans la rue, et puis donc les autres sont en train de parler dans la maison. Et le E.T. ça remonte des années 75-80, hein, on est au moins à 30 ans là, 30-35 ans. Et pourtant c'était déjà le cas. Informations venues d'autres agences. Bah oui. Qui sait ce que l'on sait sur vous? Vous venez d'Algérie. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Bande de délinquants. Bon, imaginons bien sûr. Et alors donc il y a une agence qui dit voilà, nous avons appris que vous aviez accordé le visa à telle personne, mais nous avons des renseignements défavorables concernant. Il nous est important de vous dire que vous avez affaire peut-être à quelqu'un de suspect. Rentrez-le dans vos renseignements généraux. Oui. Alors, vous ne le savez pas. Par exemple, dernièrement, comment dire, c'est un défunt tout à fait normal, on a demandé effectivement des renseignements généraux avec le développement des cours, parce qu'ils ont aussi un franc succès sur YouTube notamment, ont essayé de savoir effectivement qui était encore plus leur remontée. Et donc on a commencé à aller chercher, je l'avais su par personne interposée, quel était son doctorat de criminologie. Ils ont appelé effectivement la première fois que c'est là, est-ce qu'il y a un doctorat de criminologie? Oui, il y a un doctorat de criminologie. Ah, c'est très bien ça. Donc si l'université ne m'avait pas dit qu'ils avaient fait cette petite recherche, je ne l'aurais pas su. Voilà. Mais si à partir du moment où on rapporte l'information, c'est normal, parce que voilà, on fait son travail, il n'y a aucun souci. Eh bien, voilà. Mais parfois on ne le dit pas. Et donc on peut avoir des informations qui traînent sur vous et sans qu'on le sache. Aux sources fermées. Et il y a aussi également les résultats d'analyse de banques de données. Alors il n'y a pas plus secret que le secret bancaire, par exemple. J'ai eu un pauvre, là, une personne par exemple dernièrement qui faisait beaucoup de Western Union. Tout à coup, le Western Union donc, a été bloqué. Tout ce qu'il faisait en émission et en réception, il ne faisait plus. Et puis après, quand il a essayé de savoir, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, donc voilà, on va vous appeler. Il nous appelle, il raconte, on m'a posé plein de questions, mais qui étaient les personnes à qui j'envoyais, pour quel montant, pourquoi, ceci, cela. Vous avez il y a de police qu'on faisait pour ce pauvre homme, et au bout du compte, il est resté bloqué, parce que le Stadion a décidé, sans motivation, voilà, d'estimer que les informations fournies ne répondaient pas, en tout cas, aux normes, dont on ne saura quasiment rien, évidemment, puisque ce ne sont que des normes auxquelles ils doivent se conformer. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des sources ouvertes et des sources fermées. Eh bien, disons que les sources fermées sont intéressantes par rapport à des réseaux terroristes dormants ou infiltrés dans la société qu'ils ont pour objectif d'attendre. Oui. Je pense que le fait dans la pratique optimale, ce qui concerne le terrorisme, c'est comment pénétrer ces deux cerveaux. Comment le faire? On recommande à votre expérience. Comment aller expliquer absolument vraiment dans un milieu fermé. Bon, il n'y a pas je reprends mon exemple du seau. Hein. Vous avez un coquillage à l'intérieur du sable. Vous ne le voyez pas. Parce que, évidemment, le seau, il vous empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur, depuis l'extérieur. Puis le sable à l'intérieur, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a un coquillage à l'intérieur.
qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous allez donner un scanner, un radar extérieur, qui permet de voir à distance ce qu'il y a à l'intérieur. Une première possibilité. Deuxième possibilité, vous allez voir à l'intérieur en plongeant votre main pour aller toucher les choses. C'est l'infiltration. Le problème, c'est que c'est souvent visible. Ou alors, vous lancez sans la nuit, etc. Un infiltré, imaginons un petit robot, hein, vous êtes en e-robot, ou transformer, comme vous voulez, dans un petit machin, en tout cas, qui va lui-même, tranquillement, vous voyez, faire le job, sans ni vu ni connu. Voilà, vous n'avez pas 36 façons de faire, ce sont les 3 façons majeures. À distance, incognito. Au vu et au su de tout le monde, mais on croit que c'est un allié alors ça ne l'est pas. Ou alors c'est vraiment l'espionnage complet, c'est-à-dire que personne n'en saura rien, il n'y aura aucune visibilité, rien n'a changé, mais en fait vous êtes déjà espionné. Mais ce qui marche le mieux, de mon point de vue, c'est la dernière option. La dernière? C'est-à-dire l'infiltration réelle. Il n'y a pas longtemps, pour rien vous cacher, avant même que Macron en parle ouvertement aux médias, j'avais peut-être en gros une petite quinzaine de jours d'avance sur les informations, car un de mes correspondants ivoiriens me disait « j'ai des informations sûres, je peux vous donner qui fait quoi et où et comment pour l'immigration en Libye, servant d'esclavage moderne, etc. etc. » Il m'a dit « très bien, ok, mais je me dis je ne sais pas quoi faire de cette information. Comment je peux transmettre, à qui, pourquoi ?» Et quand on gratte un peu, je dis alors expliquez-moi d'où viennent ces informations. Il me dit voilà, parce que j'ai parmi eux, il y en a un qui est un petit cousin de je ne sais pas qui connaît. C'est toujours comme ça, souvent. Et donc, pour lui, il est un peu délaissé, il est un peu frustré, il n'a pas autant d'argent que les autres, voilà. Et donc, ça ne satisfait pas. Il s'est dit, bah, finalement, si je les dénonce, je pense que j'aurai une rançon ou un bonus plus important que ce qu'il me donne. Parce que c'est aussi con que ça. Les informateurs, on les paye, hein, bien sûr, hein, ils ne font pas ça gratos. Donc, voilà, mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a une stratégie. Si vous avez une vraie organisation, si vous touchez un morceau de la fourmilière peut se reconstituer très rapidement si on n'a pas une action globale, quoi, une vraie attaque concertée. Bon, voilà, donc, je lui dis de transmettre tout simplement à l'ambassade de France sur place, et il l'a fait. Alors maintenant, chose très importante, un renseignement n'est pas une preuve. Savoir une chose ne signifie aucunement qu'on est en mesure de la prouver devant un tribunal criminel. Exemple, le fameux Hassan, visage et voix floutée au procès Mera, donc analyse comportementale des séries, qui raconte un petit peu ce qu'il sait du personnage, ce qu'ils ont pu évaluer de ses comportements, tout ça. Et il y en a un ténor du barreau qui ne s'est pas gêné de descendre en flèche l'analyse, jusqu'à quasiment remettre en question la pertinence ou le professionnalisme de l'expert, de l'analyste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si ça avait été une preuve matérielle, de type ADN par exemple, voilà, je pense que le ténor du barreau se serait plié au constat scientifique, tout simplement. À partir du moment où c'est une évaluation comportementale ou psychologique, il y a toujours discussion. Et donc c'est le beau jeu de l'avocat d'essayer de trouver des moyens de pas... Alors, convaincu ou pas, hein, convaincu vraiment parce qu'il pense que ça n'a pas de valeur, parce que c'est le jeu un peu théâtral pour qui sait défendre son client, par ses stratégies de comédie. Peu importe, en tout cas, ça montre bien la différence de force probante entre les deux. Les agences de renseignement fonctionnent sous différents standards selon les pays, mais sont rarement limitées à la collecte et l'analyse d'informations. Elles sont également souvent chargées d'intervenir à différents niveaux pour contrer les activités qu'elles surveillent. Évidemment, il faut quand même arrêter les gens, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et comme le renseignement n'est pas une preuve, les agences peuvent être amenées à intervenir dans les cas où le système pénal conventionnel ne peut fonctionner. C'est-à-dire qu'elles opèrent alors hors des balises du droit criminel,
Par contre, pour les non-citoyens, ce sont les lois de l'immigration qui peuvent servir à expulser, ce qui est plus facile que de trouver coupable, au-delà de tout doute raisonnable. Il va sans dire que ceci est plus facile aussi si l'intervention en question se fait à l'étranger. Alors nous avons par exemple, dans les années 60 et 70, des abus évidents lors de ces interventions à l'étranger qui ont entraîné plusieurs changements majeurs dans le fonctionnement des agences de plusieurs pays aux États-Unis. La responsabilité de la sécurité nationale est dispersée dans 15 agences, et la CIA, la même connue, n'est qu'une parmi une quinzaine d'organismes militaires. Et le directeur de la centrale, etc., jusqu'à cette année, était là, et voilà. Après, donc, c'est l'étalement de ces services que je vous laisserai découvrir. C'est juste pour rappeler que si je suis français, si je veux donc intervenir sur des aspects de renseignement où je vais être plus ou moins visible et plus ou moins connu parce qu'identifié et répondant aux lois de la République. Ça va être plus compliqué que si je suis à Abidjan, où je suis dans un pays effectivement où on ne me connaît pas ou peu, a priori déjà. Si ensuite j'ai quelques amis bien placés qui me feront rentrer par-ci par-là pour essayer donc d'arriver à intervenir dans un système, et peut-être même sous couverture. Quelle peut être la couverture d'un agent français? Réfléchissons. Oui. Oui, fermez l'arrière. C'est celui-là qui a été celui-là aussi. S'il fait un petit peu. Non, celui-là est froid, donc c'est vraiment la même chose. Vous le fermez, voilà. Et ça devrait aller sans problème. Oui, ça va. Pas longtemps. On voit pas longtemps. Pas longtemps. Tout va bien, c'est Oui, juste 5 c'est en même minutes. temps Toujours 5 minutes. Voilà en gros donc les enjeux généraux introductifs. Maintenant, nous allons passer à Daesh. Alors, nous allons voir le master dans un premier temps, ça va être vite puisqu'on a un complément de cours de type TV. Mais allons voir s'il vous plaît sur mémoire. Alors, vous avez donc le plan qui est en page 3. On va aller tout de suite, si vous voulez, dans les appâts individuels, page 11. Vous voyez tout de suite qu'il y a Lancelot, Zeus, Sauveur, Daeshland, Mère Teresa, La Belle au Bois dormant et Forteresse. 5 stratégies de recrutement de Daesh, vraiment calibrées au profit de personnalités qu'on a en face de soi. J'insiste sur le fait que ces stratégies sont d'abord sectaires, c'est-à-dire qu'elles répondent vraiment à une logique de secte, recherchant à galvaniser des adeptes pour les transformer à sa cause de manière la plus sûre possible, en tout cas la plus efficiente possible. Donc, on n'est pas du tout, vous voyez, dans une espèce de... C'est ça qui est intéressant avec Daesh, c'est une vraie nouveauté, mon cher Hilaire. On n'est pas du tout dans une propagande de type imam qui va haranguer les foules dans sa mosquée et qui va finalement, un peu dans l'idée traditionnelle qu'on s'en fait, prototyper les islamistes extrémistes, fondamentalistes, salafistes, tout ce que vous voulez encore, dans la mosquée. C'est pas du tout ça. Si on veut recruter d'un point de vue international déjà, il faut utiliser des moyens de communication internationaux. Premièrement, on n'est plus dans une mosquée, on est voilà, dans le monde entier. Deuxièmement, il faut taper des gens qu'on ne connaît pas au départ. C'est-à-dire que autant celui qui vient à la mosquée, on le voit, on peut effectivement fidéliser, il va prier, il va écouter donc la prédication, on peut voir vraiment bien le... Voilà. Mais celui que on veut recruter pour la première fois sur Internet, comment vous allez l'appâter? Comment vous allez accrocher donc son état psychologique à votre cause? Et là vous vous dites, bah, c'est force de vente.
force de vente. Tu veux m'acheter mon produit? Ah, voilà. T'as besoin de quoi? Il te manque quoi? T'es qui? Hein? Voilà, c'est ça, ouais, exactement. On va sortir. Alors là, c'est intéressant parce que voilà, suivant le profil, on va faire du Lancelot, du Zeus, du Sauveur, du Deichland, du Teresa, la Belle au Bois dormant. On a même des termes un petit peu Disneyland, hein, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors, page 11. Donc, on va page 11, si vous voulez bien. Oui, les appels individuels. Ah, je ne trompé pas, c'est ça? Non, c'est écrit 11 dans le... Mais c'est 14 en réalité, d'accord. On va à 14. Il a mal. Voilà. Alors, d'abord, je trouvais ce petit schéma très sympathique. Le schéma que nous voyons ici, il est parti, M. Boulinguet, de ce constat 1000 fois répété en cours, à tel profil de victime, tel profil d'auteur. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez des victimes différentes, vous devez avoir des auteurs répondant différemment à ce recrutement. Autrement dit, des moyens différents de recrutement par le même auteur, ça revient au même, mais c'est en tout cas une adaptation donc, du moyen au profil visé. Et on est dans la version, le meilleur sens du marketing, puisque grâce aux études notamment du Centre de prévention de dérives sectaires liées à l'islam, on a pu distinguer cette principale motivation qu'il a repris, expliqué et commenté, que nous voyons déjà par ces petits fromages entre les hommes et les femmes. Très intéressant ce petit fromage. Pourquoi? Parce que déjà, regardez, on va retenir que tout ce qui est en bleu, foncé, c'est quasiment un bon tiers chez les hommes pour la forteresse. Alors que c'est tout petit pour les femmes. Je n'ai pas encore dit ce que c'était, d'accord? Je veux juste que vous voyez les vraies différences. Déjà. Chez les femmes, vous avez Mère Teresa en rose qui fait quasiment un quart du camembert. C'est donc un élément très important, alors qu'il est inexistant chez l'homme. Ça vous montre bien que pour toucher une femme, il y a une stratégie qui ne marcherait pas, c'est celle de l'homme, sinon celle de Mère Teresa à 200%, en tout cas dans ce cadre. Vous avez aussi, par exemple, en rouge, donc Lancelot, c'est un peu, on va voir un type courageux, hein, et on ne l'a quasiment pas chez les femmes. On va donc retrouver des éléments d'appât qui sont, pour finir, très importants chez Deichland, chez la femme, alors qu'ils sont beaucoup moins importants chez les hommes. Deichland, on verra que c'est plutôt un contexte de parc d'attraction Daesh, austro-indique, avec un environnement qui va avec plein de choses qui attendent la dame, qui vraiment lui fait miroiter un espèce de petit paradis sur Terre. Et